pendant notre troisième épisode de notre balado où on parle de TDAH. Aujourd'hui, on change un petit peu notre formule. On a un invité spécial, Alexis Murray, une personne qui est super inspirante de son parcours. On va avoir la chance de lui parler aujourd'hui. Puis je suis vraiment content de faire ce balado-là avec lui parce que tu es une personne vraiment cool. J'apprécie mais puis je trouve tellement un bel exemple de réussite aussi. Tu sais, puis je pense que ton parcours n'a pas été tout le temps facile. Je pense que où que tu es aujourd'hui, tu sais, si on prend une photo de toi aujourd'hui, comme on voit à quel point que tu as réussi des belles affaires, tu sais, à un jeune âge quand même aussi. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Merci, je suis pas excité aussi. J'ai hâte de répondre aux questions. Super. Fait que, aujourd'hui, on va jaser. Tu sais, c'est ça le but. Tu sais, on brise un peu d'une formule. On a la chance de juste discuter, puis on voit où ça nous mène. Fait que, on n'est pas dans un cadre super rigide, puis on parle de ton expérience. T'es prêt? Je suis très prêt. La première question est super large. Savoir, là, c'est quel genre d'enfant t'étais? Parle-nous-en un peu. Ben, c'est ça que je suis un enfant, disons, disons turbulent. Parce que je suis quelqu'un, évidemment, ayant TDAH, qui est très, très hyperactif. On en parlait tantôt, mais moi, quand j'ai reçu le papier de diagnostic, je me rappelle, je l'ai lu récemment. Puis la neuropsychologue avait marqué actif plus, plus, plus. Donc, évidemment, j'ai quelqu'un de très, très hyperactif. Euh, Fait que, ouais, j'ai quelqu'un de très hyperactif, j'avais besoin de bouger. Fallait pas autant à l'école qu'à la maison, évidemment. Fait que pour moi, c'était difficile d'écouter en classe puis de suivre la matière, évidemment. Mais ouais, c'est ça. Je dirais que, en gros, j'étais quelqu'un juste de très, très actif, là, en grandissant. OK. Et encore aujourd'hui, il faut l'avouer. Tu l'as-tu perçu quand tu étais enfant plus comme un avantage ou un désavantage? Moi, je le percevais un peu comme un désavantage parce que j'avais beaucoup de, disons, de répression reliée à ça, notamment parce que, disons, en classe, si j'étais trop hyperactif, ben, on me le disait. T'sais. Fait que moi, je le voyais plus négativement parce que les gens autour de moi, du moins de ma vision de petit garçon, le voyaient négativement. T'sais. Parce qu'évidemment, je dérangeais. Puis les gens qui étaient moins hyperactifs, ben, eux, je les dérangeais. Puis ils pouvaient moins quitter en classe, puis que ça. Fait que je dérangeais toute la classe au complet. T'sais. Autant là que à la maison aussi. Moi, je suis dans une famille où on est plusieurs enfants. Fait que d'avoir une grande famille, ben il y en a qui sont pas actifs, il y en a qui sont un petit peu moins. Fait que de déranger les autres aussi, ça peut être un peu gossant. Fait que moi, je le voyais un peu négativement. Là. Tu sais, j'ai toujours essayé mentalement, d'essayer de me forcer à pas être hyperactif, puis à me calmer, puis tout ça. Fait que c'était difficile grandissant de jauger mon hyperactivité, parce qu'évidemment, pour moi, c'était juste naturel d'être hyperactif, mais quand tu te mets des barrières personnelles en disant, ben là, il faut pas que tu sois hyperactif, ben là, ça devient pas naturel ou pas authentique. Là. Puis en plus, c'est un besoin qui est quand même valable de bouger. Tu sais. C'est un besoin, puis avec le TDAH, encore plus. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit aussi avec nos membres, c'est que euh, les, le jeune, l'enfant, il se fait tellement taper sur la tête parce qu'il y a un besoin qui est valable que ça l'amène à. Ça a bien joué contre son estime personnelle aussi. Absolument. Mais au moins, j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport dès mon très jeune âge. Là. Je pense que j'ai commencé le hockey, j'avais peut-être 4 ans ou 5 ans. Là, fait que j'ai joué au hockey pendant toute mon enfance et adolescence. Fait que j'ai eu la chance au moins de pouvoir canaliser mon hyperactivité dans les sports, puis avec mes amis et tout ça. Fait qu'au moins, j'ai eu la chance d'avoir le sport poussé. OK. Est-ce que tu dirais que ça a été le meilleur moyen pour canaliser ton hyperactivité? Euh, ouais, je dirais, ben, il y a plusieurs facteurs, évidemment, mais je pense que le sport, c'est une super bonne idée. Non seulement tu fais du sport, donc tu bouges, mais en plus, tu socialises avec d'autres personnes. Parce que le côté social, moi, évidemment, étant enfant et adolescent, je n'avais pas la notion de social. Je veux dire, je me faisais des amis ou non, mais aujourd'hui, en rétrospect, je me dis, ouais, c'est sûr que j'avais l'avantage au moins de pouvoir voir plein d'autres personnes. Puis des fois, quand tu joues, à l'occurrence, moi, c'est au hockey, ben, au hockey, tu as la chance aussi non seulement de faire ton sport, mais aussi de voir d'autres personnes qui sont peut-être pas dans ton cadre usuel. Fait que t'as comme un autre cadre, là, tu sais. Pour mettons ta famille, l'école, puis tu vois, des gens du sport aussi, là. Ouais, Tu sais, j'avais. différenciation. C'est ça, exact, exact. OK. Parfait, parfait. Puis, est-ce qu'à un moment donné, justement, de senti que tu avais des difficultés? Tu sais, tantôt, tu disais comme ça me permettait de faire des amis. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que ça t'avais plus de difficultés à te faire des amis que les autres enfants? C'est une bonne question.
faudrait que je fasse une grosse introspection actuellement, mais j'ai jamais, je me suis jamais posé la question, malheureusement. Ok. J'étais pas conscient de cet aspect-là. C'était plus, ça se fait ou ça se fait pas, là, tu sais. OK. C'est vrai que quand on est enfant puis qu'on le vit, on le perçoit pas nécessairement comme ouais. C'est juste, on est dans C'est l'exemple. pas la notion en tant que telle, moi, c'est ça. Ouais, effectivement. En tant qu'adulte, on a l'évolution des choses. On a parlé beaucoup d'hyperactivité. Au niveau de l'inattention, quand tu étais enfant, comment tu gérais ça? Quand tu étais assis à ton pupitre de faire du français, mettons, là. Très inattentif, ouais. Et moi, si je suis devant une fenêtre, là, c'est assez simple, c'est assez rapide que je vais emmener mon attention ailleurs, là, tu sais. C'est difficile de rester attentif. Euh, j'ai eu la chance quand même d'avoir, d'être, de bien retenir l'information quand je la reçois. C'est-à-dire que j'ai quand même une bonne écoute, là, quand je recevais l'information académique, j'étais capable au moins de le retranscrire, mais ça a été difficile de garder quand même l'attention en classe, là, ça c'était sûr. Là, Ça fait quand même des bons résultats. j'avais quand même des bons résultats. Fait que moi, j'ai des chanceux, là, vraiment, là, parce que sinon, vraiment, j'étais très attentif. Là. C'était facile que. Je vais te donner le même exemple, mais ouais, disons au secondaire, quand on faisait quand on était en classe, puis que je m'assoyais devant peut-être mon ami, évidemment, donc on niaisait beaucoup. Puis moi, j'ai le genre de personne que éventuellement, mais ça devient pour le professeur plus difficile parce que je dérange tout le monde. Mais moi, si on me déplaçait, ben, je niaisais quand même avec mon ami, là, tu sais. Fait que moi, j'étais ce genre de personne-là. OK. Sens-tu que tu avais une étiquette? Tu sais, est-ce que les profs t'apposaient une étiquette, là, comme ah, j'ai Alexis cette année dans ma classe? Ah, ouais, je suis certain. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disaient de toi? Ben, que j'étais innocent qui dérangeait, évidemment. Mais bon, je sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui dérangeait. Puis, mais j'étais quand même, tu sais, oui, je dérangeais, puis oui, j'ai niaisais avec les amis, mais j'étais pas quelqu'un. J'étais pas venant d'une place de mauvaise foi. Là. Le but, c'était pas de niaiser. Le but, c'était pas de créer un pied bas désagréable dans la classe. C'était plus, je voulais faire rire mes amis, je voulais qu'on ait du fun ensemble, puis je faisais des avec mes amis. Là, tu sais. Fait que le but, j'étais pas désagréable avec les professeurs, avec les autres élèves. J'étais juste quelqu'un qui a besoin de parler puis de bouger. Puis, par contre, ça se traduit en négativité parce que par la fait même, je dérange les autres. Là, tu sais. Tantôt, tu parlais un peu de quand tu as eu ton diagnostic. Tu as eu la chance d'avoir un petit pamphlet quand même, explicatif. C'est Ouais. quand même cool. Est-ce que les gens t'ont expliqué que c'était quoi? Oh. ODH. Pas vraiment. Le gens me disait juste que c'est l'hyperactivité. On me l'avait jamais vraiment très bien expliqué. Tu sais, le diagnostic, je l'ai eu, j'avais 7 ans. Fait que je me rappelle pas vraiment. En fait, je l'ai su quand j'ai lu le diagnostic il y a quelques années, il y a 3-4 ans peut-être. Là. Fait que même avant, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais lu, je l'avais jamais analysé en tant que tel. OK. On savait que tu l'avais, mais ce Non, diagnostic, c'était sans aucun doute. tu vivais quand même ta vie sans trop te poser de questions, mais bon, en rapport à ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai eu à l'expérimenter parce que moi, j'ai eu la médication étant plus jeune. De l'âge de plus ou moins 7-8 ans jusqu'à début secondaire 1. J'ai arrêté en secondaire 1. J'en ai jamais pris depuis, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai eu les outils au fur et à mesure. Fait que, veux pas, j'ai été quand même encadré. Puis j'ai eu les psychologues aussi reliés à ça. Mais j'ai pas. Tu sais, j'ai dû me trouver des outils aussi en grandissant. Mais j'ai dû me trouver des outils parce que. Comme quoi? Beaucoup d'introspection. En plein de fois, je suis un ségo au début de la discussion. Ça se traduisait beaucoup en négativité. Fait que moi, je prenais pas que je prenais mal la critique, mais en fait, c'est toujours difficile de se faire critiquer négativement. Même en tant qu'adulte. Oui, même en tant qu'adulte, effectivement. Fait que de savoir que mon hyperactivité, le fait que je parle trop et que je dérange les autres, ben évidemment, ça m'amène à faire beaucoup d'introspection, de dire, ben là, comment je peux m'améliorer pour éviter que je me fasse chialer après. Là, tu sais. Fait que j'essaie beaucoup de, de me faire personnellement mon propre feedback des commentaires que je recevais des autres. C'est autant des professeurs que. Ça a été des amis aussi, des fois, là, des amis qui nous disaient là, je trouve que telle affaire, t'es pas pire, ou je trouve que tu parles trop, tu me déranges, ou mes notes, là, faudrait dire qu'on sépare et tout ça. OK. Ouais. Ça a-tu beaucoup affecté le niveau social au secondaire? Euh, je dirais un peu. Je ne l'ai pas remarqué au niveau social, je dirais. Peut-être qu'indirectement, sans que moi je le remarque, ça a probablement affecté certaines de mes relations. Mais je dirais que c'est pas tant que ça, du moins de ma perspective. OK. Pas tant que ça. OK.
Est-ce qu'à un moment donné, il y a un adulte qui t'a dit quelque chose par rapport à ton VDH qui a résonné en dedans de toi? Une grosse question quand même. C'est l'autre question, mais j'ai une histoire en tant que telle que c'est un peu indirect, mais je me rappelle, un de mes premiers travails, c'était au IGA, j'étais dans la charcuterie. Puis je me rappelle qu'un de mes anciens professeurs, mais vraiment quand j'étais très jeune, enfin, probablement que j'avais beaucoup plus de difficultés à me contrôler, euh, est venu me voir. J'avais 16 ou 17 ans à ce moment-là. Il est venu me voir à chaque fois en me disant toi, c'est Alexis, genre. Ben oui, bien sûr, c'est moi. Puis la personne en question elle me dit: Ah, ben, je suis vraiment content pour toi, félicitations, tu t'es trouvé un travail. Je suis vraiment fier de toi. Moi, je me disais, je comprenais pas pourquoi. Ben, tu sais, à un moment donné, à 16-17 ans, j'avais déjà plusieurs outils. Et bon, j'en ai accumulé beaucoup plus aujourd'hui, là, mais j'avais quand même je sais pas que la personne m'avait vu, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans, disons. J'avais 16, 17 ans, avec j'avais accumulé beaucoup plus d'expérience. Au moins, je comprenais pas. Je me rappelle que sur le champ, ben, sur le moment, je comprenais pas. Ben, je me disais, ben oui, on travaille. Tu sais. Pourquoi moi, c'est juste normal d'avoir un travail. Tu sais, j'ai 16, 17 ans, je veux commencer à bâtir. Tu sais, je vais aller, tu sais, je suis encore à l'école, tout ça, que je vais trouver un travail. Pour moi, ça fait juste du sens. Puis ça m'avait. Après, en rétrospect, je me disais, ouais, c'est un peu le drôle de commentaire. Là. Ben oui, ouais. Tu sais, ça parle beaucoup de la perception que la personne pouvait avoir de toi aussi en dehors, tu sais. De- C'est un parcours qui est normal quand même de se trouver le job, mais Qui est super standard, là. C'est pas parce que j'ai un TDAH que je suis pas capable de travailler, là, tu sais. Peut-être que cette personne était peut-être teintée par un événement ou par quelque chose que je lui avais dit ou par, tu sais, peut-être, là, mais ben, ça m'avait trouvé ça spécial. Comme, oui, et chacun un peu, oui, c'est ça. Même ça me choque en tant qu'intervenant aussi, d'entendre ce genre de commentaires-là, parce que, tu sais, j'aimerais que cette personne-là, ça j'écoute. Ça a été quand se connaît, tu sais, qu'elle s'informe aussi par rapport à, parce que c'est pas vrai que c'est juste mauvais non plus, tu sais, ça reste, c'est un trouble, mais en même temps, il y a plein d'aspects positifs, des belles forces qui peuvent venir avec aussi. Tu sais, puis de trouver le bon travail, qu'on va parler de la sphère professionnelle un peu plus tard, mais de trouver un bon travail qui colle aussi aux forces que quelqu'un peut avoir que la personne vient avec un TDAH. C'est quand même une belle clé de succès aussi. Ouais. OK, parfait. Puis, au secondaire, sinon, à part ça, comment ça a été ton parcours là, jusqu'à la fin? As-tu obtenu ton diplôme? Tu sais, comment ça a été? oui, encore une fois, j'ai eu la chance, au moment qu'académiquement, ça fonctionnait. Fait que j'ai pu compléter dans son R5. Fait que le sur R5, ça allait super bien. J'ai pas eu d'échec. J'ai eu mon diplôme et tout ça. Puis après, ben, j'ai fait l'école pour mon métier. Fait que moi, après le secondaire, j'ai essayé une technique. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé oui, j'ai essayé un deck en sciences humaines, profil sport. OK. Parce qu'on peut trop en parler, mais aujourd'hui, le sport est une grande partie de ma vie. Là. Mais même à l'époque, je commençais à m'enligner vers vraiment une carrière dans le sport. Puis, sciences humaines, pour moi, c'était beaucoup trop large. À 17 ans, je me disais, moi, je veux faire quelque chose d'appliqué, de concret. C'était trop abstrait. Même si le contenu était assez intéressant, ben, ça me touchait personnellement. Mais c'était trop abstrait. Fait que moi, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai lâché la session. Ça, c'était vraiment la première session après le secondaire 5. Puis, après, je l'ai travaillé là, pendant le reste de la session. Puis, je me suis réinscrit à un tremplin deck parce que je me disais, bon, mais c'est important quand même au moins de faire des cours. Moi, je me disais, au moins, si je ne sais pas ce que je veux faire concrètement, au moins, je vais faire quelques cours, je vais accumuler des crédits de cégep. Puis, au moins, j'aurai quelque chose. Puis, si jamais, entre-temps, je trouve le bon métier ou je trouve la bonne technique ou je trouve la bonne étude, ben, je vais m'enligner là, tu sais. Fait qu'après, je vais de tremplin deck. Puis, pendant mon tremplin deck, ben, j'ai trouvé, par pur hasard, en lisant un livre de domaine de l'immobilier, puis ben, je me suis enligné dans la branche, puis après, j'ai fait mon cours de courtier immobilier, puis ben, aujourd'hui, ça, c'était en 2018. OK. OK, après ça, tu as développé ta business. Exact, exact. Fait que j'ai fait mon cours de courtier, évidemment, puis après, ben, quand j'ai commencé le 1er 2019, et là, ça fait 6 ans que je fais mon métier, là, aujourd'hui. Là. OK, super, super. Euh, J'avais entendu parler d'une expérience quand tu as travaillé au Costco aussi. It's given a number.
Avec plaisir. Ben oui, mais à l'âge de. Ben, tu vois, quand j'ai commencé mon cours de grutier, donc en 2018, en fait, juste avant, j'ai travaillé au Costco pendant comme manutentionnaire. Donc, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait les boîtes après la fermeture. Donc, on plaçait toutes les boîtes pour s'assurer que le lendemain, ben, les gens puissent prendre les sachets. Remplir l'état d'air. Ouais, si on veut boire. Ben, voilà. Puis au Costco, comment ça fonctionne, c'est que tu as une période de probation de 3 mois, puis après, ben, tu es officiellement employé. Puis moi, je pense que je faisais 25 heures semaine. Là, ben, peu importe. Je travaillais 25 heures semaine au Costco. Puis je me rappelle, pendant le Costco, en fait, je vais en arrière, c'est un métier qui se fait appel travail, donc il n'y a pas, après la fermeture, pardon, donc il n'y a pas de clients dans le Costco. Là. La première heure, il y a des clients, mais après, d'aller 3, 4, 5 heures où on travaille, il n'y a pas trop de clients, il n'y a personne. Puis moi, bien évidemment, éternel moteur, ben j'aimais discuter avec mes collègues, puis jaser, puis oui, aussi un peu niaiser, mais encore une fois, toujours dans les limites, là, jamais quelque chose de complètement fou ou de mauvaise foi. Là. Juste question que ce soit le fun, puis que le chiffre, il passe plus vite. T'sais. Puis je me rappelle avoir reçu, je sais pas combien d'avertissements, mais plusieurs avertissements d'arrêter de parler, puis de se concentrer, puis de faire le travail. Puis, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, en rétrospect, à mon avis, je faisais le travail. Encore une fois, j'avais pas une caméra qui me suivait, donc je sais. Peut-être qu'aujourd'hui, je me disais, ouais, je travaillais pas tant que ça. Mais de mémoire, je travaillais quand même bien, puis on avait du fun, puis c'était cool. Là. Je me rappelle que j'avais des amis du Costco, qui étaient des gens que je connaissais pas d'avant, que je me suis fait au Costco. Puis, puis après la période de 3 mois, ben, on m'a dit, ben, on est désolé, mais avec tous les avertissements que tu as reçus, nous, on ne te voit pas comme étant un employé ici. Donc, on va te laisser aller. Là, tu sais. Puis, tu n'as pas fait les. On te coupe, là, comme oh, viens là, de pas passer avec un peu. Tu sais. Je vois pas de la nationale. Ouais, je ne pas rien ça. Fait que, je me rappelle, c'était spécial parce que à ce moment-là, comme je disais, c'était un peu avant que je trouve le métier de mobilier. Euh, Puis à 17-18 ans, je me disais, ben, je pourrais, tu sais, avec le programme de Costco, je me disais, je pourrais quasiment peut-être faire une carrière là. Tu sais, si jamais je trouve rien, ben, je me dis au moins, je vais pouvoir, pas compétitionner, mais je vais pouvoir me lancer à fond dans l'entreprise. Puis je me dis, au pire, je monte les échelons, puis éventuellement, je vais trouver quelque chose que je veux faire. Ouais. Fait qu'à ma tête, j'étais vraiment motivé à travailler. C'était pas comme un petit job temps partiel en me disant, oh, ouais, je pourrais ramasser de l'argent, puis on verra. C'était vraiment comme, ah, ben, je vais prendre ça au sérieux, puis en même temps, je vais avoir du fun, puis tout ça. Quand on me dit que je passais pas la probation, je me dis, ah, c'est un peu spécial, je trouve ça plate. Surtout que, encore une fois, dans ma tête d'aujourd'hui, je me disais, ben, il n'y a pas de clients. Donc, c'est pas comme si il y avait des clients tout le temps, puis là, ben, ils posent des questions, mais moi, je réponds pas parce que je reste avec mes amis du coach. Tu sais, c'était pas désagréable, il y avait juste pas de clients, là, tu sais. Fait que ouais, Ça donne-tu à me à travers ta question après, tu sais, quand tu as appris que bon, tu perdais ta ouais. job, tu perdais un peu même ce parcours-là, tu t'étais fait en tête de ah, ben, c'est quand même confortable ici, on a des belles conditions, un bon salaire. Fait que, ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, t'as commencé très, très grosse introspection, ben, je me disais, c'est quand même spécial de se faire mettre dehors, si on veut, tu sais, quoi qu'en réalité, je passais pas la porte de probation, là, mais oui, c'était vraiment ça, c'était quand même une expérience assez formatrice parce que après je me suis beaucoup mis en question en me disant, là, faudrait que tu te concentres, là, tu sais. Il faudrait vraiment que là, tu trouves les manières de savoir ce que tu veux faire dans la vie, puis c'est sûr que, alors que j'ai aujourd'hui, je me dis, bon, pourquoi j'étais autant pressé à 17-18 ans, là, tu sais? Je voulais vraiment trouver mon métier, trouver ma corde et tout ça, mais j'aurais pu prendre le temps d'explorer. Mais moi, à ce moment-là, j'étais pressé de savoir où je m'enligne, où je m'en vais dans la vie, que pour moi, de prendre un pas de recul, un pas en arrière, surtout qui est influencé par une autre personne, par une autre compagnie, en tant que tel, je me suis dit, ouais, là, faudrait que je trouve quelque chose, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, tu as trouvé quelque chose qui est venu tu sais, te chercher dans tes passions. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit avec le TDAH aussi. L'implication qu'on est prêt à donner dans un projet varie étroitement, tu sais, avec la motivation qu'on a, l'intérêt qu'on porte envers ce projet-là. Puis quand on trouve quelque chose qui nous passionne, après ça, d'y aller à fond, puis je pense que c'est quelqu'un qui y va à fond, il vient, tu sais, ça nous aide vraiment, tu sais, à justement avoir un but, puis foncer, puis là, après ça, comme se lancer à 2000%, là. Comment tu as découvert que tu avais cette fibre-là, puis que l'immobilier te passionnait? Sur le fly, vraiment, pour vrai, j'ai vraiment lu un livre qui parlait d'immobilier.
Puis, dans son sens large, mais vraiment autant le métier de courtier immobilier, autant que l'investissement immobilier, autant que de la gestion, peu importe. Fait que c'est vraiment son sens large immobilier. Puis je me disais que ça semblait intéressant. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Je trouvais que c'était vraiment un métier qui semblait très, j'ai le mot en anglais, mais fulfilling. Là, tu sais, je me disais, je pense que c'est un métier qui va me Te satisfaire. satisfaire si on. Aller à te départir. Ouais, exact. Puis je me disais, écoute, j'ai 18 ans, c'est un cours de 6 à 9 mois à peu près. Je me disais, bon, faisons le cours, puis au pire, si ça fonctionne pas, ben, j'aurais perdu entre guillemets 9 mois, puis au pire, je vais essayer autre chose, j'avais 18 ans. OK. J'ai fait le cours, puis en faisant le cours, plus ça avançait, plus je me disais, ah, c'est vraiment finalement un métier qui semble vraiment intéressant, puis ça pourrait vraiment concorder avec ma personnalité. Puis ben, finalement, après le cours, j'ai commencé, puis ça a quand même bien fonctionné, puis finalement, ben, c'est vraiment. J'aurais pas pu tomber mieux. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, puis que j'aime à fond, puis j'ai pas la prétention de le dire, mais je pense que j'excelle quand même, là, parce que c'est vraiment en ligne avec ma personnalité, là. Mhm. C'est quel, mettons, si on voit le TDAH, l'hyperactivité, qu'est-ce que tu peux tirer de ça puis transférer dans ta profession? Hmm. Je dirais que le gros avantage dans mon métier, c'est que j'ai pas de cadre précis, là, tu sais. J'ai toujours une liste de tâches ou des choses qui sont à effectuer, mais si je veux travailler à 6-7 heures le matin, je peux travailler à 6-7 heures le matin. Si je veux pas travailler le matin, je travaille l'après-midi ou le soir, je travaille l'après-midi ou le soir. Fait que l'avantage d'avoir cette flexibilité-là, pour moi, c'est excellent. Parce que on parlait beaucoup de fond de juste parler de par activité, mais il y a aussi l'impulsivité, puis la gestion des émotions et tout ça. Fait que des fois, si j'avais un cadre trop strict, ben peut-être que ça m'amènerait à avoir des, euh, des, euh, des situations qui me frustreraient, là, tu sais. Alors que là, j'ai la chance de pouvoir, entre guillemets, gérer mon horaire. Des fois, on est un petit peu à la merci de notre horaire, mais j'ai quand même le loisir de pouvoir décider. D'avoir Les libertés. ouais, cette liberté-là, pour moi, avec les DH, c'est. Ok, là, tu me tends la perche un peu par rapport, tu sais, comme à avoir un patron. Ouais. Ouais, c'est qu'on segway, là. Tu sais, dealer avec l'autorité, ça a été un défi pour ça. Excellent segue. Oui, j'ai évidemment un trip de position avec provocation. Donc, oui, l'autorité, ça a toujours été très difficile dans mes relations personnelles, interpersonnelles. Ça a toujours. Encore aujourd'hui, je te dirais que c'est l'élément où j'ai le plus de difficultés. C'est l'élément c'est vraiment inné, là. C'est vraiment dans moi. Puis, des fois, on me le mentionne là, quand je fais une action ou je dis quelque chose que c'est vraiment en opposition, on me le dit, je vais dire, moi, j'avoue que j'aurais pu le dire autrement. Mais souvent, ça se reflète dans des situations immédiates, là. Tu sais, c'est pas un élément que je vais penser puis que je vais effectuer. C'est vraiment quelqu'un qui représente l'autorité va me dire quelque chose, puis je vais immédiatement me braquer, si on. Parce qu'on combine avec le TDAH, l'impulsivité, tu sais, qu'on parlait tantôt, puis on va pouvoir en parler dans tes contextes plus actuels, tu sais, de l'impulsivité, comment que tu deals ça. Ouais. Mais clairement, dans un contexte où que tu es sous l'ordre de quelqu'un, tu sais, avec un patron, un cadre serait plus tard, ouais. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai quand même. Tu sais, c'est une business. Fait que je dois dealer quand même des personnes qui représentent l'autorité. Fait que il faut quand même que j'ai un cadre et que je fasse attention. Mais aujourd'hui, en termes professionnels, je réussis quand même relativement à, disons, me contrôler, mais des relations personnelles où je fais, disons, je porte moins attention. Mais là, c'est plus difficile parce que c'est, comme je disais, c'est là que ça devient très, très naturel. Puis des fois, dans les relations personnelles, ben, ça peut être très difficile parce que, dire à mon conjoint, des fois, ça peut être plus difficile parce que vraiment, je vais m'opposer. Maintenant, moi, parlant de ce sujet, as-tu des exemples, tu sais, comment que ça affecte l'opposition, l'impulsivité dans tes relations, comme avec ta conjointe, par exemple? Ouais. Ben, ça peut se traduire dans des situations un peu désagréables où je vais émettre des commentaires, où je vais agir sur l'impulsivité de l'opposition. Puis, évidemment, ça peut être reçu de toutes sortes de manières, là. Tu sais, il faut. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui comprend au moins la situation. Mais si on est avec quelqu'un qui
qui n'est pas confronté souvent à d'opposition, surtout avec la provocation, ben, ça peut être difficile de se faire dire une phrase. Je n'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais elle avait dit, hey, ben, au moins exact. Tu sais, de se faire dire, va pas à la vaisselle, ben, pour moi, c'est instinctif que c'est non. Là. Pas de suite. Après 5 minutes, je vais dire, OK, je vais aller faire la vaisselle de mon plein gré de bord. Fait de faire la vaisselle. Là, tu sais. Fait que c'est un exemple un peu de base, mais c'est le genre des situations qui peuvent arriver. Là, tu sais. Puis là, c'est un exemple un peu, tu sais, pas trop, ou qu'il n'y a pas trop d'émotion, mais quand c'est une opposition, puis en plus, il y a de l'émotion reliée à ça, ben, c'est difficile parce que tu peux dire un commentaire qui sort de l'opposition, puis en plus provoqué par le fait même, mais c'est encore une fois, quelqu'un qui n'est pas habitué, mais ça peut frapper. Ça peut être difficile de se faire dire des choses que moi, je vais. Puis c'est pas des choses que je vais penser, là. C'est vraiment, c'est instinctif. Je vais m'opposer instinctivement. Puis ce que je dis, je vais pas nécessairement le penser, mais ça va sortir quand même. Tu sais, quand c'est difficile de. Ben, peur, il faut se contrôler. Là. Faut essayer de pas être. Faut pas être en opposition. Mais ouais, c'est sûr que d'avoir des gens autour de nous qui comprennent, ben, au moins ça peut aider à faire envoyer la pilule, ça. Ouais. C'est une des raisons pourquoi que chez Bandar, on fait des rencontres en couple aussi. Parce que c'est vraiment un obstacle en relation. Ah, ça doit. Puis souvent, on n'accorde pas d'importance à ça. Parce qu'on peut avoir tendance à normaliser, banaliser le TDAH, l'impulsivité, la gestion des émotions aussi. Comment que ça va de ce côté-là? Gestion des émotions, gestion de la colère. C'est plus difficile parce que si je vis une émotion autant super haute que basse, ben je vais la vivre vraiment à fond. Là. Fait que c'est difficile de. Je suis pas dans un continuum où les émotions vont être assez continues. Ça va toujours être super élevé ou super basse. Fait que quand je suis dans un cold down, si on veut, ben il n'y a rien qui va, rien qui va. Alors que quand ça va super bien, ben tout va bien, top shape et ça. Fait que de gérer les émotions puis d'essayer d'être le plus possible dans un continuum égal, si on veut, là, pour moi, c'est une gestion au quotidien. Là. C'est vraiment un élément que je dois penser activement parce que sinon, c'est facile de se laisser emporter puis de vivre une émotion négative, très négative. Là. Ouais. Tu devrais laisser influencer, dériver là-dedans un peu. Là. Ouais, exactement. Exactement. Il faut que je me ramène moi-même, il faut que j'aie mon propre gouverneur, là, puis j'essaie de me replacer moi-même parce que sinon, par moi-même, si j'avais aucun outil, si je faisais rien, ben j'irais dans l'arrêt de ça. Puis comment tu fais pour pas te laisser aller dans ce côté-là de juste comme il y a quelque chose qui, tu sais, une roche dans mon soulier là, pour donner une image, puis après ça, je passe une journée de merde. Ouais. Malheureusement, c'est encore un élément que je disais de travailler, mais écoute, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, puis d'essayer de vraiment penser à l'élément, puis de tourner ma langue cette fois avant de parler, même si évidemment c'est très, très, très difficile. Mais j'essaie vraiment de réfléchir avant d'agir. Là, tu sais, mais c'est ça qui est des fois difficile. T'as-tu développé un processus pour le faire? Parce que des fois, nous, on va le donner en outil, tu sais, d'essayer de développer des filtres et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est super dur. Puis là, je suis curieux, tu sais, toi, comment tu fais? Tu sais, t'as-tu un processus? Hey, puis un processus, c'est intrinsèque parce que ouais, je t'avoue que vite demain, c'est dur à dire comment, mais ça a été, encore une fois, c'est d'expériences vécues qui m'ont amené à dire ah ben quand il y a une situation qui arrive de telle manière, mais il faudrait pas que je réagisse comme ça, il faudrait que je réagisse de telle manière à la place. OK. Fait que c'est malheureusement beaucoup de cas par cas, tu sais, puis j'ai dû apprendre sur le tas. Puis encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup. Là, tu sais, aucunement de prétention de dire que j'ai tous des outils puis je suis capable de fonctionner sans aucun problème. Puis que ça se reflète pas, ça se reflète d'autres. Ça paraît que je suis un vrai TDAH, là. Mais ouais, malheureusement, c'est des petits cas par cas puis d'apprendre à le vivre pour mieux m'adapter par la suite. Tu sais. Parce que tu sais, trouver des outils précisément, j'ai pas d'outil physique en tant que tel. Je sais que tu peux plus m'en parler. Je sais qu'il y a des outils plus physiques ou On avait déjà parlé du volcan, entre autres. ouais, l'image du volcan. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose que tu peux penser des fois, justement, quand tu sens que tu commences à être inconfortable ou quelque chose dans une situation. Ouais. J'y travaille. Ah, puis j'y travaille activement. Mais encore aujourd'hui, c'est pas instinctif de dire ah oui, c'est vrai, l'image du volcan, là, je suis rendu dans le rouge, je suis pas dans le jaune, il faut que je me contrôle. J'ai pas encore les outils
physique, si on veut. Là, tu ne le vois pas physiquement, mais Ouais. Ouais. OK. Ouais, ben, tu bookeras une autre rencontre. je suis allé sur le site pour avoir les livres. Ben oui, sur le mandatdb.com. Allez. Super. On parle d'intensité. Des fois, l'intensité, on peut s'en servir plus positivement aussi. C'est un peu comme qu'on parlait quand on aime quelque chose puis qu'on investit. Comment tu te sens de cette intensité-là dans ton travail? En fait, j'essaie de l'appliquer dans les tâches que j'ai effectuées parce que les tâches, encore une fois, les tâches que je fais sont très, 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 très vastes. Puis, quand j'ai commencé mon métier, j'ai identifié des tâches, des éléments que je dois faire de manière quotidienne puis disciplinée à chaque jour, puis ça. Je me suis dit, bon, ben, si j'y vais de manière disciplinée puis je le fais vraiment à chaque jour, ben, éventuellement, ça va devenir la norme, si on peut, tu sais. Fait que, Ça, c'est une stratégie d'ailleurs. Tu sais, que tu mets en place, tantôt on parlait de stratégie, ça, c'en est une. Tu sais, ben exactement, tu sais, tu l'as développé naturellement sans dire, oh, lien, j'ai un truc, une stratégie. Mais le fait de, tu sais, se poser la question de qu'est-ce que j'ai à faire tous les jours, qu'est-ce que je rentre dans une routine, qu'est-ce que je planifie à la base. C'est ça, c'est des stratégies en soi. faut dire que je l'applique beaucoup avec le sport aussi. Là. Tu sais, aujourd'hui, je suis passé à la course à pied. Ça doit faire 5-6 ans que je dirais activement, je suis passé à la course à pied. Puis ça aussi, c'est un sport où tu as besoin de discipline, tu sais, pour atteindre d'autres niveaux parce que il faut tellement beaucoup d'efforts et beaucoup de, de, de pratique pour arriver à un niveau qui est très bon que là, je me suis dit, ah, ben, tu sais, je suis capable d'être constant et discipliné dans mon sport. Donc, je vais appliquer la même formule, si on veut, à mon métier, là, tu sais. Puis là, après, ça s'agit juste de faire une chose avec ses relations aussi, tu sais, d'avoir la, la- la présence d'esprit pour le faire, puis d'y penser activement, de faire ça. Là. Oui, oui. Puis, le sport, tu en as parlé tantôt, c'est quelque chose qui a été important toute ta vie. Là, si je ne me trompe pas, chaque matin, tu t'entraînes. Effectivement. Moi, je suis un intense, là. Ouais. Pour moi, tu sais, le matin, ça fait partie de ma routine, là, de m'entraîner. Tu sais, quand je vais le matin, il y a un entraînement qui se fait, là, tu sais. Encore une fois, je dis pas que c'est chaque matin, mais disons, la très, très grande majorité des matins, je vais faire un entraînement. Puis ça me permet de me refocuser le matin aussi, là, tu sais, parce que si... Ça fait tellement longtemps que je m'entraîne le matin que si je le fais pas, je me sens déboussolé, là, tu sais. Fait que ça fait partie vraiment de ma routine aujourd'hui. Puis c'est comme un peu brosser les dents, si on veut. C'est une action qui est quotidienne, là, que peu importe ce qui se passe dans ma journée, ben ça va être fait, là, tu sais. Fait que ouais, ça m'aide beaucoup dans ma canalisation de mon hyperactivité, de mon focus, puis de matcher sur des émotions. C'est que si au moins je suis capable, si au moins je dépense mon énergie d'une certaine manière, surtout le matin, mais ça permet de tout extérioriser tout ça. Là, tu sais. Puis je le vois quand je skip un entraînement le matin, puis je le fais le soir. Toute la journée, je vais juste penser à l'entraînement, puis je vais quasiment sentir coupable de dire ah ben là, je l'ai pas fait, puis tout ça. Puis c'est plus difficile avec mon horaire de placer le soir que le matin. Fait que c'est vraiment, ça, c'est un élément qui m'aide beaucoup au quotidien. Puis, est-ce que c'est senti par ton entourage? Quand que tu t'entraînes pas le matin, mettons, tu sais, au niveau de ton impulsivité, ta concentration, ton hyperactivité, est-ce que c'est remarqué? Ben, moi, je le remarque. Fait que j'imagine que les gens autour de moi aussi, là, je le sens vraiment quand je m'entraîne pas, je me sens déboussolé, je me sens plus. Je me sens moins en possession de mes moyens, si on veut, là, tu sais. Euh, si je m'entraîne le matin, je vais déjà canaliser toute mon énergie dans cet élément-là. Puis c'est quand même quelque chose qui est. Oui, c'est donné de routine, mais c'est pas toujours facile quand même le matin. Là. Tu sais, des fois, j'ai pas nécessairement envie ou des fois, c'est un entraînement qui est plus difficile. Fait que d'avoir accompli une tâche qui est difficile le matin, mais c'est un petit boost pour la journée pour me dire, ah, ben, j'ai accompli quelque chose, je l'ai fait, puis après, ben, ça me permet de mieux focuser sur le reste. Là, tu sais. Parce que comme je disais, si je le fais pas, mais après, c'est comme si là, il y a un élément qui est dans ma journée qui n'a pas été fait. Là, tu sais. Parce que moi aussi, je sais pas si c'est un élément de TDAH, mais je suis aussi très vigile. Oui. Et tu fais bien, genre, c'est un bon segway, hein, mais la rigidité, pour moi, il faut que ça soit casé, il faut que ça soit catégorisé. Moi, dans mon agenda, il y a mon sport le matin, là. C'est marqué, là, c'est indiqué. Oui. Mais je suis content que tu en parles parce que la rigidité et les routines, Ah. c'est vraiment plus associé au TDAH que qu'est-ce qu'on peut penser. Très important pour moi, là. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui.
Puis c'est pas juste pour les enfants. Tu sais, des fois, on associe ça à un enfant qui prépare sa routine matinale, sa routine d'avant de dos, mais adulte aussi, on a besoin de cette routine-là. Même des fois, ça peut être encore des routines visuelles, même, tu sais, sans mettre des petits pictogrammes, pas les mêmes qu'on utiliserait avec un enfant, mais c'est ça. Tu sais, tous les rappels visuels fonctionneraient bien aussi. Ouais, mais on parlait d'outils, ça c'est un très bon, l'agenda qui est de tout mettre dans l'agenda, pour moi, c'est incroyable. J'adore tout mettre et je mets vraiment tout dans l'agenda. Puis même, je fais des blagues à ma conjointe des fois parce que si elle l'a pas mis dans l'agenda, pour moi, il y a pas d'événement, là, ça, il n'est pas là, il s'est jamais arrivé, ça arrivera pas non plus, là, tu sais? Fait qu'il faut le mettre dans l'agenda. Moi, j'utilise beaucoup l'outil de l'agenda, c'est incroyable. Puis c'est un agenda, évidemment, qui est électronique, donc qu'on peut partager avec les autres membres de la famille. OK, moi, on n'a pas d'enfants encore, mais le jour où on a des enfants, mais je vais devoir aussi être responsable d'autres êtres humains. Fait que de pouvoir le partager avec d'autres personnes, ben, ça va être super pratique. Là, tu sais, je vois déjà l'avantage de le faire. Là, tu sais. Ouais. Parlant d'enfants, grosse question. Là, y a-t-il quelque chose, tu sais, un trait tu sais, ou un symptôme que tu as, que tu te dis, ça, avant d'avoir des enfants, j'aimerais avoir un meilleur contrôle là-dessus. Là. Ah oui, gestion des émotions. Ouais. Ouais, ouais. Parce que tu sais, je veux éviter d'avoir des, ben, disons, sautes d'humeur. Là. Je veux éviter d'avoir des. Je reviens au exemple de tantôt, mais je vais éviter d'aller trop haut ou trop bas dans mes émotions pour pas que ça se ressente trop avec les enfants. Là, tu sais. Puis évidemment, il ne faut pas que ça se ressente non plus. Faut pas que ça se ressente non plus avec les relations actuelles. Là. Faut quand même que son travail soit fait maintenant. Mais disons que j'aimerais ça que ça se reflète pas trop avec mes enfants, là, parce que je veux éviter que ils voient cet aspect-là. Même si t'es plus mieux passé pour moi que le dire, mais il y a quand même des très très bonnes chances que mes enfants soient TDAH. Donc là, je peux éviter que non seulement eux vont l'avoir intrinsèquement, mais s'ils voient en plus, ben, il faut avoir deux exemples de situations qui ne devraient pas arriver. Là, tu sais. Ouais, fait que ce serait bien que ce soit acquis, si on veut. Là, ça ne sera jamais vraiment acquis, j'imagine, parce que je vis à TDAH. Mais au moins d'être très, très bon pour le contrôler. Là, je me sens pas. J'ai pas l'impression que que je me contrôle à 100%. Là, Tu te projettes-tu dans des scénarios de si jamais j'ai un enfant qui figure ça avec un TDAH, il pourrait avoir des difficultés que j'ai déjà eues. Ben, moi, j'ai deux petits chiens. Donc, évidemment, je prétends pas que c'est la même chose, mais c'est quand même une très belle pratique à avoir des enfants. Même si on n'a pas des interactions verbales, il y a quand même des, euh, des actions, des éléments qui sont similaires à avoir un enfant, si on veut. Fait que ça, moi, je trouve que c'est une belle pratique à éventuellement avoir des enfants, puis réussir à me contrôler. Mais évidemment, c'est pas la même chose. Du tout, du tout. J'ai pas d'enfant, mais je peux pas relate là, en tant que tel. Mais, mais disons que c'est quand même une belle pratique. Hein. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas de facteur héréditaire avec un chien, par contre. Non plus, on c'est ça, ils n'ont pas de TDAH, rien de TDAH, mais au moins, ça va prendre que, je vous donne un exemple concret, on a un chien qui est bébé, c'est un bébé chien. Ouais. Évidemment, il n'est pas habitué à faire ses besoins à l'extérieur, donc il en fait beaucoup à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ça canalise une énergie négative en moi, là, parce que faire des pieds à l'intérieur sur les planchers, évidemment, pour n'importe qui, c'est pas le fun. C'est pas plus Mais moi, si, exemple, pendant une journée, ben, j'ai eu beaucoup d'émotions négatives, ou juste une journée stressante de travail, ben, puis le soir, j'arrive, puis je vois un pipi à l'intérieur, ben, disons que c'est plus difficile pour moi de se contrôler. Fait qu'au moins, je suis capable dans des situations comme ça, de dire, ah, ben, je vais essayer de me projeter, puis vraiment jouer le rôle de père, puis essayer de bien encadrer, puis faire en sorte que, tu sais, on ramasse, puis on passe à autre chose, au lieu de vraiment immédiatement trop ressentir l'émotion négative, mais trop la ressentir aussi. Là, fait que j'essaie, dans des situations comme ça, d'essayer de contrôler. Ouais. Et pour faire le parallèle, c'est sûr que, tu sais, avec un enfant, tu as aussi besoin de maintenir un cadre clair, cohérent, rassurant. Ouais. Alors que si tes émotions sont trop up and down, ben c'est sûr que l'enfant, j'imagine, encore une fois, je suis pas parent, mais ça peut être déstabilisant pour un enfant. Mais sans doute. Ah, ben, ouais. Sans doute, ça a besoin de savoir, tu sais, c'est quoi mon environnement actuel, tu sais. Puis, est-ce que c'est sécuritaire?
qu'est-ce que je peux reproduire aussi confortablement. Mais surtout si on parle d'une situation qu'un jour, tu as un enfant qui vit aussi avec le TDAH, d'avoir un modèle de papa qui a un TDAH puis qui a appris à bien gérer ses symptômes, tu sais, puis qui il peut voir que tu appliques des choses, c'est tourmenté. Je pense que tu vas donner, ouais. Automatiquement, tu es son modèle. Oui, les fausses. Mais tu sais, encore peut-être plus, même dans un second là. Ah oui, c'est sûr, effectivement. Mm. C'est quoi tes objectifs pour le futur? C'est vaste, hein? Tu sais, quand tu penses à ton futur à court terme, tes objectifs de vie, que ce soit avec le TDAH ou moins, là. Ben, disons que c'est un peu sur ce qu'on disait, un objectif pendant à, disons qu'au moyen terme, c'est d'avoir des enfants, là. Fait que c'est sûr que ça, c'est un élément, c'est un objectif qui est très important. J'ai toujours voulu des enfants, puis j'ai quand même hâte de vivre la situation. Les gens autour de moi disent qu'on n'est jamais vraiment prêt, évidemment, mais ouais, ce serait un bel objectif d'avoir des enfants, puis d'élever ma petite famille à la maison, puis tout ça. Ça, c'est vraiment mon plus grand objectif. Ouais. Parfait. Puis, c'est quoi, en date d'aujourd'hui, ta plus grande fierté dans ta vie? Hmm. Pas question. C'est pas question. La plus grande fierté, j'ai plusieurs fiertés. Je vais essayer de la mettre en lien avec le TDAH, évidemment, là, mais je suis content je suis fier d'avoir pu avoir le parcours que j'ai sans dérouter, puis d'avoir trouvé la discipline, puis je fais encore du terme outil là, pour arriver où j'en suis actuellement. Parce que vivre avec le TDAH, exactement, c'est pas facile. Mais je suis content de d'avoir. C'est une bonne question. J'essaie de bien formuler ma phrase pour que ça soit super clair. Évidemment, clairement, c'est pas très clair. Mais ouais, j'ai. Comme de t'être poutillé au travers des années. Ouais. Puis d'être plus solide que t'étais. Moi, je veux pas qu'on perde ça à grâce, là. Non, mais disons que au moins de savoir ce qu'est le TDAH, ça, pour moi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Puis c'est juste que c'est pas une fierté en tant que tel, mais de mieux comprendre puis de mieux savoir, mais ça me permet après, en rétrospect, de savoir, de comprendre ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Bien, au lieu de juste le faire puis d'avoir des commentaires négatifs autour de moi, de me dire ah ben, je réalise par moi-même que j'ai fait telle action puis je devrais pas. Puis ça, c'est relié au fait que j'ai été impulsif parce que j'ai été un TDAH. Ça, c'est clairement une action ou un commentaire d'opposition et provocation. Fait qu'au moins de comprendre puis de connaître les éléments CDH, ça m'aide beaucoup. Puis c'est une belle fierté pour moi de le comprendre puis de l'analyser au jour le jour. Ça me permet de bien m'adapter au quotidien. Là. Tu sais, encore une fois, c'est sûr qu'on a parlé de mon enfance, qu'on n'a pas parlé de tous les points, là, mais tu sais, d'avoir grandi avec ça, puis de l'avoir eu depuis que je suis tout jeune jusqu'à aujourd'hui, ben, à l'époque, je ne savais pas, j'avais pas d'outils, j'avais pas rien. Puis je savais pas comment. Si je veux un gros ail, je veux un gros ail. Puis pour moi, c'était normal, là, parce que moi, je vis avec. Moi, j'ai jamais connu autre chose. Pour moi, c'était juste normal de vivre mes hauts comme ça, mes bas comme ça. Fait en grandissant, en trouvant des outils, puis en étant entouré de pas de personnes, fait, d'avoir eu des ressources aussi à l'extérieur, ça m'a beaucoup aidé à mieux m'adapter au quotidien. Puis une autre fierté aussi, bien évidemment, les gens qui m'entourent. Autant aujourd'hui que les gens qui m'ont entouré quand j'ai grandi, j'ai eu des belles ressources. On m'a donné. J'ai eu des bons mentors en grandissant. Là, j'ai eu des bons enseignants aussi. Puis, que je suis bientôt. Puis si tu avais, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, je pense que ça close bien, là. Si tu avais, tu sais,
un message à transmettre, que ce soit à un plus petit Alexis ou à un enfant qui pouvait nous écouter. Je sais pas si les enfants vont écouter le balado. Vous savez, comment de l'enfant, avec Girls Wild, c'est pas votre. C'est soit tu l'as bleu. Non, ça. Mais mettons, ça va être un jeune ado aussi qui entend ce petit bout-là. Là. Mais c'est quoi le message que tu aimerais transmettre? Trouver des ressources. Trouver des ressources, ça peut être Panda, ça peut être des gens autour de soi, mais c'est sûr d'avoir des gens qui nous entourent, qui nous aident à comprendre, puis qui nous aident à mieux naviguer avec ses émotions, puis avec tous les éléments qui sont reliés au TDAH. Ça aide beaucoup, là, tu sais, parce que si on a un bateau, puis on sait pas où on s'en va, et on s'en nulle part, là, si on veut, là, tu sais. Mais si au moins on a une destination, si on sait où on s'enligne, si on a des gens autour de nous pour naviguer le bateau, sur un capitaine, tout ça, ben c'est bien plus facile de se rendre à la destination, puis de naviguer dans les autres routes, des fois, là, tu sais. Parce que ça peut être difficile là, de vivre avec ça, de ne pas comprendre parce qu'on se sent perdu, puis encore une fois, quand on reçoit des commentaires, puis quand les autres personnes te remettent en face, si on veut, ton TDAH, ben c'est bizarre parce que toi, tu vis avec, puis tu es habitué t'es habitué de penser comme ça, tu es habitué d'agir comme ça, parce que pour toi, c'est, de voir mon expérience, c'est juste ça que tu as vécu, là, tu sais. Fait qu'au moins, de mieux comprendre, ça aide beaucoup, là. Fait que, allez chercher des ressources, puis entourez-vous de personnes qui vous comprennent, puis qui vous accompagnent, puis qui vous aident, puis ça, c'est... Je vous accepte aussi. qui vous acceptent aussi, effectivement. Effectivement, parce que c'est pas toujours facile. C'est un beau message, en tout cas. Je sais pas. Bonne chance. Oui, c'était parti. Songer. Bon, super. Ben, merci beaucoup, Alexis. Fait que, tu sais, Alexis Murray qu'on a reçu aujourd'hui, je trouve que c'est encore une fois un bel exemple de réussite, puis de su tirer profit un petit peu de ton profil pour, malgré tout ce qui se passe, tu sais, le fait que tu n'as pas terminé ton apprentissage. Puis je pense que c'est sage de reconnaître que tu n'as pas terminé ton apprentissage ou ce qu'on n'a jamais fini. Là. Puis si c'est pas au sujet du TDAH, enfin, au sujet d'autres choses, tu sais. Je crois que chaque humain, on a un chemin à faire puis un apprentissage jusqu'à la fin. Tu sais. Puis c'est ça la beauté de la vie, je pense. Là. C'est le philosophe un peu, mais en ça. Fait que c'est bien, on t'entend dire que ton chemin n'est pas terminé. Là. Ah non, du tout, puis je le reconnais, puis c'est un cheminement qui est à suivre. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis on se revoit pour une prochaine pause pendant. Dans un prochain épisode. Bye bye.